2021 a suivi à cette loi donc le décret sur les actes de soins d'urgence. Et donc ce décret, je ne sais pas si vous voyez correctement, a permis deux types d'actes. Tout d'abord, ce que nous avons appelé les actes en autonomie. Donc il s'agit d'actes en autonomie, donc d'actes diagnostiques. Pour la plupart, certains étaient déjà effectués, en tout cas chez nous aux SDIS 33, mais je pense que dans beaucoup d'autres SDIS, certains de ces actes étaient déjà effectués, donc c'était juste une régularisation d'action. Je pense par exemple à la prise de température, pulsation cardiaque, pression artérielle. Certains SDIS avaient déjà embrayé sur la glycémie depuis quelques années, donc nous-mêmes nous l'avions fait, donc ça n'avait pas apporté une grande nouveauté, nous étions déjà prêts, la saturation en oxygène également. Voilà. En revanche, la nouveauté qui a été embrayée dans les formations immédiatement, ça a été la réalisation par les sapeurs-pompiers de scores de gravité clinique. Donc les scores utilisés de manière régulière donc, en médecine d'urgence, mais auxquels n'étaient pas aguerris nos sapeurs-pompiers auparavant. Donc je pense au Glasgow, voilà, le score FAST dans l'AVC, la mesure de la douleur qui, elle, bien évidemment, a été utilisée, et également score de Malinas dans l'accouchement et score de Wallace pour la mesure de la surface brûlée. Donc ça a été la première partie. Pour faire réaliser la deuxième partie, on était dans l'attente d'un arrêté supplémentaire, puisqu'en fait, qui disait acte de soins d'urgence à visée thérapeutique, disait gestion de médicaments. Et donc, on attendait le texte qui est sorti en 2023. Donc, nous avons décidé d'embrayer sur les actes de soins d'urgence sur prescription médicale. Donc, prescription médicale de qui? Dans 99%, prescription médicale du médecin régulateur. On parlait d'entente et de travail en complémentarité. Pour nous, les actes de soins d'urgence représentent vraiment le dossier qui montre la complémentarité qui peut exister entre deux services, d'un SDIS et d'un SAMU. Donc, l'aérosol. Donc, aérosol pour l'asthme aigu grave chez l'asthmatique conien. L'administration de produits médicamenteux par voie orale ou intranasale. Donc, pour la prise en charge de l'overdose d'opiacés ou les douleurs aiguës. L'administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur. Donc, dans le choc anaphylactique, nous avons parlé précédemment, et l'hypoglycémie. Et enfin, deux actes diagnostiques, mais diagnostiques prescrits. Donc la réalisation et la transmission d'électrocardiogramme et enfin réalisation de l'hémoglobinémie. Alors première question que tout le monde va se poser, c'est pourquoi alors qu'une majorité de départements en France n'ont pas choisi d'appliquer et de mettre en œuvre la totalité des actes de soins d'urgence sur prescription médicale, alors au regard notamment des fois du coût associé à ces actes de soins d'urgence, au coût des thérapeutiques, mais aussi des fois, par rapport à la faible occurrence de mise en œuvre d'un certain nombre de ces actes, pourquoi le SDIS de la Gironde a-t-il choisi de mettre en œuvre la totalité des actes? C'est une très bonne question, puisque c'est une question que nous sommes posée dès le début du groupe de travail. Au tout début, lorsque nous sommes réunis, on a posé les actes de soins d'urgence sur la table. Et là, il a fallu décider par quoi on commençait. Est-ce qu'on pouvait commencer par l'antalgie en réfléchissant uniquement sur la base de l'occurrence opérationnelle? Ou est-ce qu'on raisonnait uniquement par rapport à la gravité de la pathologie qu'on souhaitait prendre en charge? Dire, bon, mais l'antalgie, après tout, ce n'est pas une détresse vitale, on va plutôt prendre en charge l'anaphylaxie. Est-ce qu'on se rend d'abord par le CG? Donc, on a commencé par faire une enquête auprès des différents SDIS pour voir déjà ce qui était fait. Et à quels écueils avaient été confrontés les SDIS qui avaient réalisé des actes de soins d'urgence. Donc, à la suite de notre enquête, on a vu qu'à peu près tous les actes de soins d'urgence étaient réalisés, mais pas dans tous les SDIS. C'est-à-dire qu'on a pu, dans notre enquête, bénéficier effectivement du retour d'expérience des SDIS qui avaient déjà mis en œuvre les ASU, mais qu'on a colligé de manière séparée, c'est-à-dire certains SDIS avaient déjà embrayé depuis quelque temps sur la transmission de l'électrocardiogramme. Par exemple, j'ai entendu citer tout à l'heure le SDIS 24, c'est tout à fait vrai, c'était fait. D'autres SDIS étaient partis sur de l'antalgie. Certains avaient choisi l'antalgie par voie orale. Donc, on a tout analysé. Et après, on a remis tous nos actes de soins d'urgence sur la table et on a regardé qu'est-ce que ça représentait en termes de coûts, qu'est-ce que ça représentait en termes de temps de formation, qu'est-ce que ça représentait en termes d'occurrence opérationnelle sur les interventions sur lesquelles on aurait pu prévoir de réaliser un acte de soins d'urgence au préalable. Et donc, après cette analyse, on s'est dit que de toute façon, on ne pouvait pas
balayer d'un revers de main les urgences vitales. Donc pour nous, il a été très clair, évident dès le début, que ce qui représentait des urgences vitales devait être fait en pensant toujours à la victime au centre des dispositifs. Donc très vite, on a appuyé pour le fait de faire l'anaphylaxie, l'hypoglycémie, voilà, tout ce qui pouvait être fait rapidement, l'overdose aux opiacés. Puis après, en regardant par contre l'occurrence opérationnelle, on s'est rendu compte que l'occurrence opérationnelle était largement en faveur de l'antalgie. Puisqu'en fait, énormément d'interventions où on avait des pompiers qui avaient du mal pour relever des personnes, ou alors qui étaient dans l'attente de renforts qui soit arrivaient tardivement, soit n'arrivaient pas, renforts qui pouvaient être aussi bien du 3SM qu'un renfort SMUR. Donc, sur le terrain, la prise en charge de la douleur devenait une priorité. Ensuite, on a regardé pour l'asthme, on a regardé au niveau technique, est-ce qu'on était en capacité de pouvoir transmettre des électrocardiogrammes, sachant qu'on avait déjà fait l'investissement de passer sur des scopes et des défibrillateurs multiparamétriques. Et enfin, le choix qui est venu in fine de l'hémoglobine, qui a fait suite à une réflexion, puisqu'au départ, nous comptions peut-être le mettre de côté, finalement, on a embrayé en se disant, l'hémoglobine aussi, on va le faire, mais au moyen d'un dispositif non invasif. Donc, après analyse de tout ça, on a regardé, et par simple pragmatisme, on s'est dit, on va former nos pompiers à l'injection d'adrénaline. Ouais. Après tout, en dehors de la préparation, vous connaissez les produits, mais quelle est la grande différence en matière de formation avec l'injection de glucagon? Mais là, en fait, on a commencé à rapprocher les actes de soins d'urgence entre eux, et en fait, avec cette prise en compte globale des ASU, on a réussi à mettre en commun les formations et à faire en sorte que ces formations se recoupent, de telle manière qu'on a pu optimiser le temps et qu'il était plus simple et plus efficient, in fine, de former nos pompiers sur la totalité des actes de soins d'urgence, plutôt que de les fragmenter sur plusieurs années et finalement perdre du temps, avoir des messages redondants. Donc le choix de la totalité est venu de cette analyse qu'on a fait de manière groupée et plurifactorielle. Donc comment nous avons fait? Donc nous revenons sur la diapositive d'avant. Donc comment nous avons fait? Nous avons d'abord créé un groupe projet pluridisciplinaire. Les actes de soins d'urgence, évidemment, ça n'est pas qu'une histoire de sous-direction santé. Qui dit acte de soins d'urgence, dit travail avec les OPS d'un SDIS, travail avec un groupe d'information, travail en interne de la sous-direction santé avec différentes structures. Je veux dire, la pharmacie est un élément central de ce groupe, travail avec les formateurs premiers secours. Voilà, nous avons regroupé donc toutes ces forces dans un groupe de travail qui nous a permis d'avancer en parallèle entre la réalisation des actes de soins d'urgence qu'on souhaitait réaliser et ensuite la conception de notre formation. Ensuite, protocole d'accord. C'est bien beau de faire un projet, mais vous avez bien compris, vous connaissez aussi bien le texte que moi, les actes de soins d'urgence, ils sont prévus pour être prescrits en très grande majorité, si ce n'est en quasi-totalité, par le médecin régulateur du SAMU. Donc, il était hors de question de se dire on va faire tous les actes de soins d'urgence, travailler dans notre coin, et puis arriver avec un dossier tout ficelé sans avoir concerté, et évidemment se voir une fin de non-recevoir puisqu'ils n'auront pas été concertés. Donc, la deuxième phase, quand il avait commencé à construire le projet, ça a été ensuite d'établir un protocole d'accord entre le SDIS et le SAMU sur la réalisation de ces actes de soins d'urgence. Ensuite, tout notre groupe de médecins a dû établir les indications et les critères d'application. Puisque, bon, on ne va pas vous refaire la médecine, vous la connaissez aussi bien que moi, mais justement, nos sapeurs-pompiers n'ont jamais revendiqué d'être médecins et les ASU ne font pas d'eux des médecins. Donc, il a fallu que nous, notre groupe de travail pluridisciplinaire, prenne en compte d'abord les compétences acquises par les secouristes, puis fasse le point sur chacune de ces pathologies, d'un point de vue médical, qu'est-ce qui est applicable par un secouriste, qu'est-ce qui n'est pas applicable parce que la surveillance serait trop complexe derrière, sur quelles indications le secouriste va pouvoir informer la régulation qu'il est face à une situation qui permettrait, selon ses compétences à lui, de réaliser un acte de soins d'urgence. Donc ça, c'est un groupe d'infirmiers et de médecins du SDIS qui a travaillé sur chacun des actes pour établir les indications précises et les critères d'application pour chacune de ces pathologies, de ces actes de soins d'urgence. Une fois les indications et les critères d'application définis, on a commencé à travailler sur la prescription médicale et sa traçabilité.
En gros, à partir du moment où le chef d'agré a défini qu'il est face à une situation où tous les critères sont rassemblés, comment fait-il pour informer le médecin régulateur de cette situation? Comment va se passer l'échange entre ce chef d'agré qui a rassemblé tous ces critères et comment le médecin régulateur va lui verbaliser le fait qu'il lui prescrit, et ensuite comment on va tracer cette prescription médicale afin de permettre ensuite le renouvellement de la thérapeutique. Une fois qu'on a fait ça, qu'on s'est mis d'accord sur ces modalités, il a fallu qu'on adapte la partie dématérialisation de notre fiche bilan médico-secouriste. On s'est interrogé, on reviendra juste après sur la notion de un chef d'agré doit-il apprendre par cœur la totalité des critères d'application lui permettant de mettre en œuvre un ASU, et c'était toute cette complexité qu'on a dû prendre en compte afin d'adapter la dématérialisation pour faciliter la mise en œuvre du processus. Et ensuite, on a travaillé sur la mise en œuvre d'un plan de formation permettant, dans un délai raccourci, de pouvoir former une majorité de chefs d'agré. Après cette partie exécution, il y a une partie contrôle. C'est la partie, une fois que j'ai mis en œuvre tout le processus de formation et que je commence à passer en production, comment contrôler la bonne réalisation des actes de soins d'urgence. Alors, à partir de là, il faut savoir qu'on est passé en dématérialisation des bilans en 2023. On a eu une prise de décision de mettre en œuvre la totalité des ASU en novembre 2023, mais on passait le dernier socle de mise en œuvre de la dématérialisation en décembre 2023. Ça veut dire qu'on a pris la décision de mettre en œuvre tous les ASU alors que tous les centres du département n'étaient pas encore passés en dématérialisation des bilans. Donc ça a été un peu instable et ça a été une période à appréhender. Dès lors qu'on est passé sur la dématérialisation des bilans, on a mis en place un contrôle qualité au niveau du CODIS, réalisé par l'officier santé CODIS, qui nous a permis de nous assurer que nous allions franchir des caps en termes de qualité de fiche bilan, puisqu'on s'était rendu compte que, évidemment, avant la démat, la qualité n'y était pas. Donc évidemment, quand on met en place des actions d'urgence, ça nécessite d'adapter toutes les procédures derrière. J'en parlerai un peu plus tard, mais déjà, par exemple, au niveau pharmaceutique, nous avions une PUI qui était habituée à délivrer un certain nombre de médicaments par jour, qui étaient en général, en dehors de l'oxygène, plutôt des médicaments qui étaient utilisés par les vecteurs du 3SM. Évidemment, toute cette utilisation de médicaments a flambé. Sachant que quand on parle du contrôle qualité, nous avions aussi prévu que ce contrôle qualité se fasse à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le contrôle qui se fait en direct sur la base des bilans, mais il y a le contrôle pharmaceutique. On sort un médicament, il faut la pharmacienne et a le devoir et l'obligation, puisque c'est dans ses prérogatives, de vérifier que le médicament a été sorti à bon escient selon les critères que nous avions préalablement définis, que la prescription est en bonne et due forme, et uniquement dans ce cas, est amené à délivrer. Donc, à la fin du processus, effectivement, il a fallu adapter tous les processus internes à la sous-direction santé pour la mise en place de ces actes de soins d'urgence. Alors, en termes de plan de formation, on n'a pas décidé de... Enfin, une question s'est posée très très vite dès le début, c'est qui on forme à la réalisation des actes de soins d'urgence. Est-ce qu'on forme tout le monde, sachant qu'on est environ 5000 sapeurs-pompiers sur le département de la Gironde, 2200 chefs d'agré. Donc tout de suite, il a fallu qu'on fasse un choix en termes de faisabilité, sachant qu'on avait quand même un objectif, et que l'objectif, il est toujours en cours, c'est de réussir à former la totalité des chefs d'agré aux ASU, à la totalité des ASU en 2024. Donc la stratégie qu'on a définie, qu'on a décidé de mettre en œuvre, c'est la formation de tous les équipiers SWAP et chefs d'agré VSAV, donc à la réalisation de tous les ASU donc, en autonomie, plus la réalisation, enfin la capacité pour la totalité des sapeurs-pompiers de la Gironde de mettre en œuvre la pose des électrodes destinées à la réalisation des ECG et la réalisation du recueil de l'hémoglobinémie. Et on a gardé uniquement comme objectif
de former uniquement les chefs d'agré VSAV aux ASU à visée thérapeutique. Alors pourquoi ? Parce que en plus de on s'est engagé dans ce processus d'amélioration continue par rapport à la qualité des bilans médico-secouristes, qui était pour nous quelque chose d'indispensable afin que le SAMU et l'ensemble des opérateurs du SAMU aient confiance dans nos chefs d'agré par rapport aux informations qu'ils pouvaient lui remonter. Il n'y a plus personne ? Ah. Donc justement, nos partenaires du SAMU, donc ils ont été évidemment partie prenante complète dans ce dossier des actes de soins d'urgence. Comme je vous redis, 99% des actes de soins d'urgence ont vocation à être prescrits et sous contrôle du médecin régulateur. Seuls quelques cas de figure ont été prévus par le décret, c'est la présence d'un médecin sur les lieux. Ça a pu se produire, mais c'est quand même assez marginal, sachant que souvent le médecin sur les lieux va vouloir agir lui et pas forcément prescrire un acte de soins d'urgence. Et enfin, un cas qui ne s'est jamais produit et qui n'est possible qu'en cas d'une convention signée au préalable, c'est l'action du médecin sapeur-pompier en cas de non-réponse immédiate du SAMU et de détresse vitale. Bon, donc du coup, le prescripteur quasi unique et prépondérant est le SAMU. Donc comme je l'ai dit, c'était un modèle pour nous de travail en partenariat. Le docteur Meignier l'a mentionné tout à l'heure, mais ça s'est vraiment extrêmement bien passé et nous avons eu un très bon retour dès les premières réunions de travail. Donc pour que ça fonctionne, le chef du SAMU, il a les mêmes problématiques que nous au niveau du SDIS pour la formation des chefs d'agré, c'est qu'il a énormément de médecins régulateurs. Donc il fallait que nous, on s'assure à partir du moment où on va former nos chefs d'agré, que la réponse qu'il aura en face sera uniforme et conforme à ce que nous lui avons enseigné, puisque c'est nous qui lui avons enseigné ces actes de soins d'urgence. Donc, on en est arrivé à un protocole d'accord signé par les deux directions avec 3 engagements pour chacune des structures. Le SAMU s'engageant à respecter les prescriptions types. Les secouristes ne sont pas médecins, nous n'avons jamais voulu en faire des médecins, et donc l'idée, c'est que nous les formons sur des indications précises à un protocole précis. Ils ne sont pas là pour faire de l'adaptation posologique. Donc ça a été parfaitement accepté par nos confrères. Et donc, du coup, le respect des prescriptions types, c'est qu'il y a une indication, par l'exemple d'une prise en charge de l'asthme avec Bricanil Atrovent, qui est dans le protocole que nous avons mis en place, le médecin régulateur lui demande de pratiquer son acte de soins d'urgence conformément à ce qu'il a appris, et ne lui demande pas de mettre 2 Bricanil à la place d'un Bricanil et d'un Atrovent, et donc respecte strictement la prescription. Donc ça a été le premier engagement du SAMU. Deuxième engagement, puisque vous avez bien compris que nous avons utilisé la dématérialisation pour lancer la prescription, c'était une obligation pour nous de passer par URSSAF et d'avoir des notifications par URSSAF. Donc le deuxième engagement, c'était que les médecins régulateurs urgentistes hospitaliers, et j'insiste parce que la prescription des ASU n'a pas été autorisé aux médecins régulateurs libéraux, mais uniquement aux urgentistes, donc de pouvoir se connecter sur l'application URSSAF. Et enfin, troisième engagement, que nous avons déjà connaissé en commun, c'est la mise en place d'un comité de suivi où nous suivons les actes de soins d'urgence, la satisfaction, les difficultés, afin de les résoudre au fil de l'eau. Nous, de notre côté aussi, nous sommes engagés aussi sur 3 points. Tout d'abord, c'était que tous les chefs d'agré VSAV seraient formés. Pourquoi tous ? Parce qu'en fait, le régulateur, il a beaucoup de travail. S'il doit en plus s'enquérir de savoir si le chef d'agré numéro 1, il est formé, que le numéro 2 n'est pas formé, nous, en fait, nous avons garanti au SAMU une réponse uniforme sur l'ensemble du département. C'est-à-dire que tous les chefs d'agré VSAV qui prendront contact avec le SAMU, alors l'objectif, c'était pour fin d'année 2024, puisque là, au moment où nous avons signé le protocole d'accord, nous n'avions pas encore commencé la formation. Mais nous nous sommes engagés à former tous les chefs d'agré. Et enfin, pour rassurer aussi le SAMU à juste titre, puisque nous sommes responsables de nos équipes, c'est que nous réaliserions un contrôle qualité en permanence de ces actes de soins d'urgence. Donc la prescription médicale, ça a été l'enjeu principal et la difficulté principale auquel nous pouvions être confrontés. Puisque contrairement à un protocole infirmier de soins d'urgence, le prescripteur n'appartient pas à la structure de l'administrateur. Donc, point 1,
on a travaillé d'abord sur, même si on le savait, mais il y a quand même des petits points qui sont intéressants à revoir sur les critères de qualité d'une bonne prescription. Donc, il se trouve que l'HAS avait édicté des règles, nous sommes donc allés récupérer toutes ces règles et nous avons travaillé sur cette base-là. Et ensuite, il fallait s'assurer du contrôle et du renouvellement du médicament. Donc ça, c'est la pharmacienne chef du SDIS qui a travaillé sur cela. Alors, juste en matière de pratique, comment nous avons fait? C'est-à-dire qu'une prescription doit être signée. Évidemment, nous n'avions pas demandé, parce que pour que ça marche, un système, il faut qu'il soit simple et acceptable par toutes les parties. Donc, on n'avait pas demandé au médecin régulateur de nous signer une ordonnance en direct, de la scanner, de la faxer et de l'arriver, de l'envoyer à l'officier santé CODIS, sachant que nous étions dans une optique de dématérialisation. Or, dans la recommandation HAS, il y a une procédure qui est possible. Et en fait, c'est ce que nous avons fait qui était dans le protocole d'accord, c'est que nous avons récupéré la liste nominative de tous les médecins régulateurs urgentistes du SAMU. Liste nominative qui comprenait le numéro RPPS des médecins régulateurs et une colonne d'émargement. Et en fait, c'est sur cette feuille qui est enregistrée et mise à jour en permanence à la PUI qu'en fait, nous avons tous les enregistrements. Et donc, via la connexion sur URSSAP du médecin prescripteur, nous avons l'identification RPPS et signature qui permet de valider la prescription. Donc, afin de s'assurer que la prescription médicale et toutes les modalités qu'on avait envisagées soient mises en œuvre, il fallait aussi qu'on travaille sur l'aide à la décision sur la dématérialisation des bilans, selon trois concepts. Le premier concept, c'est rappeler au chef d'agré les critères d'application et les indications dès lors qu'à un moment il est face à un éventuel ASU sur prescription médicale. Deuxième chose, contrôler. Donc cette aide à la décision vient très très tôt dans le bilan, au moment du bilan circonstanciel. Une fois que le chef d'agré a réalisé son bilan, un contrôle de l'ensemble des critères d'application. Une fois que ce contrôle est réalisé des critères d'application, la demande de prescription est validée. À ce moment-là, la fiche bilan change de couleur. Et il fallait aussi qu'on travaille sur un système pour indiquer au SAMU qu'un chef d'agré allait l'appeler, puisqu'il y a un contact obligatoire téléphonique pour une demande d'ASU sur prescription médicale. Il fallait qu'on s'assure que de la réactivité du SAMU dès lors qu'à un moment on serait dans une situation d'acte de soins d'urgence. Donc une fois que la fiche bilan passe d'une certaine couleur, la fiche est envoyée au SAMU et la ligne de fiche bilan au SAMU apparaît d'une couleur qui est uniquement dédiée aux ASU. Les ARM identifient qu'un chef d'agré va appeler le SAMU pour demander une prescription médicale et permet d'informer immédiatement le MRU, permettant d'avoir une réactivité sur la réponse, parce qu'il est évident que si on met en place des actes de soins d'urgence et si le SAMU met une demi-heure à envoyer la prescription médicale, ça ne peut pas fonctionner. Donc on a travaillé sur un système permettant une réactivité. Et ensuite, une fois qu'on est dans ce cadre-là, donc on a travaillé avec la société à propos afin de travailler sur l'acceptation de la prescription et l'envoi de la prescription médicale. Donc les MRU qui se loguent individuellement sur l'application URSSAP, ce qui nous permet de faire le lien avec les RPPS, envoie une notification sur les tablettes validant la demande de réalisation de l'ASU par le MRU et une notification qui est tracée dans l'historique de l'ensemble des échanges avec le SAMU. Alors, en ce qui concerne le bilan formatif, donc on a commencé donc la formation des chefs d'agré ASU a été réalisée en 4 phases. Une formation de formateurs ASU, où on a fait une seule session. On a fait 10 sessions de formateurs ASU. Les formateurs ASU étaient soit des FORPS, soit des ISP. Il y a eu des pharmaciens, je pense aussi. Des MSP qui ont participé aussi. Et ensuite, on a fait durant l'année donc 2024 138 sessions de formation de chef d'agré ASU, chaque session durant 2 jours. Et on a formé 3150 agents donc, à la réalisation des ECG. En parallèle, on a eu une action de formation donc, au niveau du SAMU,
par des webinaires de présentation au MRU des différentes procédures. Et ensuite, on a passé 15 jours au SAMU, au contact des ARM et des MRU pour expliquer et pour les accompagner dès lors qu'on est passé en phase de production. Donc pour vous donner une idée, hein, on a pris une décision en novembre 2023 et on est passé en production avec, je crois, le 11 juin 2024 avec 600 chefs d'agrès formés. Aujourd'hui, on est à, je crois, 1600 1600 sur 2002, il nous reste encore 600 chefs d'agrès environ à former pour atteindre l'objectif. On pense qu'on n'y sera pas le 31 décembre, mais on y sera à coup sûr avant la fin du premier trimestre 2025. Donc, après tout ça, donc, nous avons commencé en juin. Donc, au final, à combien d'actes de soins d'urgence en sommes-nous aujourd'hui? Donc, nous avons réalisé, depuis le 11 juin, 1105 actes de soins d'urgence sur prescription médicale. Donc, sur ces 1105, vous pouvez constater que comme nous l'avions plus ou moins prévu en regardant l'occurrence opérationnelle, l'immense majorité de ces actes correspondaient à la douleur aiguë traumatique. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons fait quasiment 53% de prise en charge de douleurs traumatiques par dispositif inhalé de type Penthrox. 33% d'enregistrement et transmission de CG. Alors là, pour le coup, une petite précision, c'est légèrement sous-évalué, non pas qu'on en a fait plus, mais c'est que pendant les 4 premiers mois de mise en œuvre, les ECG n'étaient possibles que sur 2 centres de secours de la métropole bordelaise. Nous avons déployé le reste des moniteurs multiparamétriques à partir du mois de septembre. Donc, si je vous faisais la même présentation l'année prochaine, il y a fort à parier que le pourcentage d'électrocardiogrammes transmis soit très largement supérieur aux 30% d'actes de soins d'urgence. Donc, à prendre avec quelques petites pinces pour ce chiffre-là. 4,5% d'asthme aigu pour des personnes de plus de 20 kg, sachant que nous avons un protocole ASU pour les patients de moins de 20. Donc qui a représenté 0,6% avec chambre d'inhalation, 4,5% de recueil de l'hémoglobinémie. Alors je vous en ai parlé, l'hémoglobinémie, mais je ne vous ai pas dit quel était le dispositif que nous avions choisi. Donc en fait, il existe 2 méthodes de recueil en préhospitalier de l'hémoglobinémie, soit la méthode invasive avec l'hémoQ, que tout le monde connaît ici, voilà, soit une nouvelle mesure qui était apparue et que nous avait présentée, qui va avec le même appareil qui fait donc le recueil du monoxyde de carbone. Avant, c'était ce qu'on appelle le RAD 57. Là, c'est le RAD 67. Donc, nous avons choisi la mesure non invasive puisqu'elle nous permettait en même temps de faire le dépistage du monoxyde de carbone. Pour rappel, il ne s'agit pas d'une mesure de l'hémoglobine précise. C'est juste un moyen de surveillance et de dépistage et qui est uniquement sur prescription du médecin régulateur. Ça ne fait aucunement partie du bilan standard de prise en charge, même du traumatisé. Il faut savoir que les pinces, elles s'usent au bout d'un moment. En fait, on a 400 mesures d'hémoglobine sur une pince. Donc, si on faisait à chaque bilan, il faudrait changer la pince un peu trop régulièrement, sachant que le contrôle de l'hémoglobine reste quand même un élément médical. Encore faut-il savoir ce qu'on fait de la mesure que l'on a, donc que le médecin régulateur et une mesure qu'il est demandé et qu'on ne lui impose pas la mesure. Il en va de même pour l'électrocardiogramme. Pas de prescription, pas d'électrocardiogramme. Nous n'imposons jamais un électrocardiogramme au médecin régulateur. Donc, ensuite, 4,3% de prise en charge d'hypoglycémie avec le dispositif injectable Glucagon. Voilà, il existe un dispositif inhalé beaucoup plus onéreux, donc nous sommes restés sur l'injectable. 1% d'allergie grave. Et enfin, 0,2% d'intoxication aux opiacés avec le Narcan inhalé. Donc, vous voyez qu'en fait, au final, on se disait, on va les former sur ça, mais peut-être qu'ils ne l'utiliseront pas, mais on ne sait jamais. En fait, au final, tous les actes de soins d'urgence sont réalisés. Je veux dire, même 1% d'allergie grave, c'est pas beaucoup, mais c'est 1% de vie sauvée. Comme je le disais tout à l'heure, les allergies graves, ça tue. Et donc, on ne cherche pas à faire du chiffre, on cherche à faire de l'efficacité et à faire au mieux pour les victimes. Et PONA, ces chiffres montrent justement que les victimes ont été les grandes bénéficiaires de cette prise en charge. Alors, une fois qu'on a mis en place toutes ces élections, on a essayé de surveiller un peu un certain nombre d'indicateurs. Un indicateur qui était important, c'est de savoir si le concept qu'on avait imaginé de cette couleur, de cette fiche blanc qui prend une certaine couleur pour alerter l'ARM et le MRU, allait fonctionner et est-ce que ça allait se ressentir dans le taux de réponse du MRU et est-ce qu'il allait être rapide en termes de réponse.
Donc, on a mis des indicateurs, hein, alors qui sont remplis aujourd'hui, certes manuellement. Demain, on espère automatiser tout ça. Mais aujourd'hui, on est quasiment à 64% de réponse du MRU qui prend la décision de prescription médicale, que ce soit sur proposition du chef d'agré ou sur sa proposition, hein, dans un délai qui est inférieur à 5 minutes. Et on a mis en place cet indicateur parce qu'on avait des fois des régulations téléphoniques qui duraient pour les décisions d'absence de transfert qui pouvaient, où le chef d'agré pouvait attendre 15 à 20 minutes au téléphone. Donc on a surveillé ça. Aujourd'hui, on sait que ce qu'on avait imaginé pour informer le SAMU de cette notion d'acte de soins d'urgence fonctionne. À noter que ce qu'on n'a pas mis sur cette diapositive, c'est qu'effectivement, on a monté le système de telle manière que le chef d'agré soit force de proposition. Mais par contre, on a formé les MRU, on a informé les MRU, parce que je ne sais pas si on forme un MRU, mais on a informé les MRU en leur disant qu'ils gardaient toute leur latitude pour accepter, et c'était à eux de se faire leur propre idée de la situation. Et ce n'est pas parce qu'un chef d'agré proposait un ASU qu'il fallait forcément qu'il l'accepte. Aujourd'hui, on a un taux de refus des MRU qui est entre 5 et 10% quand même. Mais c'est normal. Voilà. Ce ne sont pas forcément des refus, ce sont des non-indications ou des désaccords sur l'indication, ce qui fait tout à fait partie de l'art médical. Hop. Ah, c'est pour moi. Ouais. Alors, quelques réflexions sur notre retour d'expérience. Là, après uniquement 5 mois de mise en œuvre. Pour que les ASU sur prescription médicale soient acceptés, il faut que la dématérialisation, il faut que l'accompagnement au travers de la tablette et de l'application numérique de bilan dématérialisé soit une aide rassurante pour les chefs d'agré. Deuxièmement, ce qui est clair, c'est que la mise en œuvre comme on l'a fait avec cette présence au SAMU pour accompagner les ARM et les MRU, alors on le fait depuis la mise en œuvre de la dématérialisation, ça a permis de faciliter la compréhension du processus et son acceptation. Et aujourd'hui, ce qu'on voit surtout, c'est que la mise en œuvre des ASU et la manière dont on l'a amené permet de réduire les conflits au quotidien entre nos agents et les agents du SAMU. Donc, victime de notre succès, effectivement, on pensait une mise en place progressive des actions d'urgence et en fait, ça a été beaucoup plus prescrit que ce que nous imaginions tous dans le groupe de travail. Donc, effectivement, changement de dimension majeur dans les missions de la pharmacie. On pensait qu'elle pourrait s'adapter progressivement, qu'il s'est pris un flou d'actes de soins d'urgence brutal parce que quelque part, ça montre bien qu'il y avait un besoin. Donc, si ça a été autant prescrit, c'est que c'était quelque chose qui manquait clairement dans la réponse graduée. Mais ça, maintenant, c'est quelque chose que nous devons gérer et nous devons adapter au niveau et de la PUI. Aussi, quelques limites dans les critères d'application. Les critères d'application, de toute façon, ça, on le savait, on partait d'une base vierge. Donc, voilà, mais là, ça fait partie du comité de suivi avec nos collègues du SAMU. Il n'est pas interdit de penser que certains critères d'application vont évoluer dans le futur pour peut-être élargir un petit peu le champ qu'on avait voulu volontairement assez restrictif au début, dans une optique aussi de protection. Et on partait un petit peu, non pas dans l'inconnu, parce que certains faisaient déjà des actions d'urgence de leur côté, mais malgré tout, c'était un changement radical dans la pratique de l'exercice des sapeurs-pompiers en VSAV. Donc, on a voulu d'abord être plus protecteur. Maintenant qu'on voit que ça fonctionne, peut-être élargir légèrement, mais ça, de toute façon, ce sera toujours en concertation avec les prescripteurs. Dernier point quand même qui n'est pas réglé aujourd'hui, c'est la mise en place des ASU sur prescription médicale dès lors qu'on fait une intervention à caractère extra-départemental. Alors là, on a beaucoup de... Donc aujourd'hui, on ne le fait pas. On fait pas d'ASU sur prescription médicale hors département de la Gironde. Parce que vous l'avez bien compris, dès le début, on a essayé de se dire on ne veut pas de prescription médicale verbale. On ne veut pas de verbale. Parce que le problème de la prescription verbale, elle n'est pas tracée. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions avec des SAMU qui fonctionnent des fois avec des outils de dématérialisation, avec des disques qui sont différents de celui que nous on a.
Donc imposer notre système à des SAMU extra-départementaux, eh bien ça pose d'autres difficultés. Et alors, quand on se met du point de vue de la victime, c'est terrible. Parce qu'en fait, ce que je fais en Gironde, je peux sauver quelqu'un qui fait un choc anaphylactique en Gironde, mais 10 km après, aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors, on pense que le jour où ça arrivera, les médecins et nos chefs d'agrès sont suffisamment intelligents pour basculer du bon côté. Mais aujourd'hui, c'est une des complexités, un des retours d'expérience qu'on peut faire au bout de ces quelques mois de mise en œuvre. Enfin. Et pour terminer, alors le sentiment général, pour finir, c'est que pour nous, c'est une réussite collective, que ce soit en interne ou au SDIS, parce qu'on a réussi à générer toutes les synergies entre la sous-direction santé, les ISP, les MSP, les pharmaciens, le groupe d'information, le réseau des formateurs de premiers secours, le référent départemental de SWAP, mais aussi, donc ça en interne, sans oublier évidemment toute la partie technique et informatique, sans qui on n'aurait pas pu faire les évolutions nécessaires à la mise en œuvre de ce qu'on a fait. Je vous rappelle que les logiciels URCHAP, on peut avoir une part de développement à l'intérieur des SDIS par des techniciens qui, s'ils sont suffisamment imaginatifs, je dirais. On a aussi été aidé en externe par la société à propos, que je remercie, puisqu'on n'aurait pas réussi à passer un certain nombre de caps si elle n'avait pas été là. Et enfin, c'est une réussite collective parce qu'on a réussi, avec le SAMU, à travailler de manière efficace, avec une acceptation. On a passé donc quasiment 15 jours, une nouvelle fois au SAMU, mais on y va régulièrement, donc maintenant voilà, on est bien accueillis. Mais on a réussi à... On avait quand même des doutes au début. Est-ce que les MRU allaient prescrire? Est-ce que les MRU allaient prescrire, allaient rentrer dans le dispositif? Aujourd'hui, on en est convaincu. Et je crois qu'on peut que se féliciter de tout ça. Donc effectivement, quelques appréhensions au départ, puisqu'on partait sur quelque chose de nouveau, radicalement nouveau, avec, on s'était mis un défi de temps. On avait peut-être quelques craintes sur les délais de réalisation, et finalement, grâce à la participation de tous et justement ce travail collaboratif à souligner avec le SAMU, nous avons réussi. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, pour savoir si le dispositif est efficace, on peut se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, on serait capable de faire machine arrière? Pour nous, la réponse est clairement non. C'est-à-dire que là, on a offert aux médecins régulateurs un maillon de plus dans la réponse graduée, un maillon qui manquait, pris en charge secouriste avancé avec du soin, je veux dire, qui peut soit faire gagner du temps à la victime et le temps de l'arrivée d'un renfort SMUR, soit suffire à eux-mêmes. Il y a une antalgie, un relevage, un transport avec une patient soulagée, il n'y a pas forcément besoin d'un renfort SMUR ou même infirmier. Donc c'est un maillon de plus, et c'est un maillon qui a été largement utilisé, signe pour nous que ce besoin existait depuis longtemps, et que enfin, comme a dit le docteur Tazarou tout à l'heure, ça peut faire peut-être même 20 ans que certains auraient dû exister, là ils existent. Est-ce qu'on pourrait faire machine arrière? Non. C'est une vraie, pour nous, révolution dans la prise en charge des sapeurs-pompiers. Et effectivement, aussi bien les pompiers dans leur recherche de sens dans leur activité que les personnels du 3SM qui ont participé activement à toutes les étapes de la formation et du contrôle de ces actes de soins d'urgence et nos partenaires du SAMU qui sont pleinement satisfaits du rendu, mais en fait, on se rend compte que toutes les parties prenantes sont satisfaites et, même si on n'a pas fait le questionnaire, le retour qu'on a, les victimes également sont satisfaites. Je vous remercie.